Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle du nouveau Cadillac Escalade V. J'ai été conduire le GMC Terrain Denali et AT4. Et finalement, nous avons trouvé et acheté notre nouveau projet pour l'été 2002. Bienvenue au Talk Podcast, mon nom est Joe Torque. Premièrement, regardez une nouvelle qu'on avait déjà parlé auparavant sur le podcast. Plusieurs rumeurs, mais là, on a finalement les chiffres et tous les détails du nouveau Escalade V. C'est un peu la version ultime du Cadillac Escalade. Alors, on va retrouver 682 chevaux sur le capot et des 553 de torque. C'est le moteur, le VUS de grande taille le plus puissant au monde. Ça va être un moteur un peu style comme qu'on retrouve dans le 7T5V Blackwing. Vraiment des moteurs qui sont assemblés un peu à la main, tout ça. Ça va être une transmission 10 vitesses. Alors, de ce côté-là, ce camion-là, on va retrouver un devant et un derrière assez unique pour ce camion-là. On a une sortie à 4 exhausts à l'arrière. On a des gros freins, des 6 pistons Brembo à l'avant. On a aussi les calipers vont être rouges. On va avoir des roues de 22 pouces qui sont assez uniques. Ça vient standard avec le nouveau Magnetic Ride Control de 2.0, le nouveau Air Ride Adaptive Suspension, tout ça. Puis il y a une calibration V-Series pour ce modèle-là pour qu'il capable de tenir un petit peu plus mieux la route que les autres modèles. Il va y avoir plusieurs modes aussi qu'on va pouvoir sélectionner sur ce modèle-là. Alors, un gros VUS assez intéressant. C'est sûr et certain, à l'intérieur, on a tous les gadgets, l'espèce de screen curvé OLED de 38 pouces, tout ça. Chez Cadillac, on a une très belle intérieur. C'est un de mes VUS favoris. Ils disent qu'on peut faire le 0 à 60 000 à l'heure en dessous de 4,4 secondes et un quart de mille en 12,7. C'est extrêmement rapide pour un VUS de cette taille-là. Si vous êtes un petit peu plus comme moi, vous aimez les détails un peu plus techniques, sur le moteur, on trouve un Supercharged TVS. C'est un 2,65 litres. Ils appellent ça un R de 26,50. Il pousse 10 livres de boost. Fait que regardez de ce côté-là, un moteur extrêmement puissant, capable d'en prendre aussi. C'est assez intéressant. Regardez, on s'attendait un peu à ce que ça allait avoir, tout ça, des chiffres très bons, mais tout le monde se demande ça va être quoi le prix de ce côté-là. Aux États-Unis, il va partir à 150 000. Ils disent 149 990 $. Fait qu'ici, au Canada, on peut s'attendre à les 170 000. Un camion qui n'est pas donné, mais c'est le dernier de son espèce de ce côté-là. Bon, maintenant, passons au GMC Terrain que j'ai été allé conduire il y a quelques semaines à Laval avec l'équipe de chez GMC Canada. On est allé faire un petit tour dans ce coin-là, dans le bout de Laval. Pas le gros voyage aux États-Unis. C'était quand même proche de la maison. Des fois, c'est le fun. On peut aller essayer le véhicule, on revient, puis on ne perd pas toute notre semaine à passer beaucoup de temps dans les avions. J'ai remarqué depuis le COVID, tout ça, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe de plus en plus avec les manufacturiers. Fait que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas été à un événement de presse, surtout depuis cet hiver avec le confinement, tout ça. On est allé conduire le terrain. Oui, le terrain était sorti depuis quelques temps dans les concessions, mais je pourrais dire le modèle AT4 et Denali était assez rare. C'était plus des modèles SLT qu'on voyait en concession. Premièrement, j'ai conduit le modèle Denali. Modèle quand même bien équipé. Regardez, c'est sûr qu'on avait les modèles tout équipés. On va se le dire, regardez, le GMC Terrain et le Chevrolet Equinox, c'est des véhicules assez similaires. Ça fait pas longtemps, j'ai fait l'essai complet du Chevrolet Equinox. Alors, ça se ressemblait beaucoup. La seule différence qu'on avait, c'était vraiment côté transmission. Le GMC Terrain, malheureusement, a aussi éliminé le 2 litres turbo de leur inventaire. Je trouve que c'est une grosse erreur de la part de chez GM d'avoir fait ça. Surtout quand on tombe dans des modèles Denali, AT4, puis le Terrain. Au moins, peut-être que GMC aurait pu garder le 2 litres pour avoir plus de chevaux vapeur. Avec la transmission qu'on retrouvait dans le Terrain à comparer du Equinox. Equinox, c'est un 6 vitesses. Dans le Terrain, on retrouve un 9 vitesses. De ce côté-là, ça l'exploitait mieux le moteur. C'était un petit peu plus agréable, mais ça reste que c'est un véhicule que, quand on l'écrase, c'était quand même lent. Puis, de plus en plus, de nos jours,
conduit des véhicules électriques. Fait que quand on tombe dans un 4 cylindres qui est lent, c'est extrêmement lent. Surtout cette semaine, j'ai un nouveau véhicule électrique qui est assez puissant. Puis je le compare avec presque n'importe quel véhicule à essence. Tous les autres sont lents. Fait que celui-là était très, très lent. C'était vraiment une lacune. Mais d'un autre côté, les sièges sont très confortables dans le Denali. On avait une belle finition de sièges, tout ça. C'est la même chose que l'Equinox. On a toutes les bonnes options à la bonne place. On a des bonnes caméras de recul en haute définition. L'économie d'essence est correcte, je pourrais dire. Tu sais, c'est parce que on s'attend vraiment à une économie d'essence qui va être améliorée à cause qu'on a fait le sacrifice du 2 litres turbo. Mais le 1.5, si vous avez le pied pesant un peu ou si vous trouvez qu'il n'accélère pas assez vite, vous allez prendre presque autant d'essence, c'est pas plus d'essence qu'avec le 2 litres. Pour moi, qui conduit normalement puis qui aime ça, que quand j'accélère, ça l'accélère, le 1.5 litres, c'est vraiment pas pour moi. Mais regardez, je trouve que le camion t'a bien réussi en mode Denali, des bonnes options, gros toit ouvrant, tout ce qu'on retrouve dans le Denali. Nouvelle édition pour cette année qui n'était pas disponible auparavant chez Le Terrain, c'est le modèle AT4. Si vous me suivez tout longtemps sur mes réseaux, vous savez que j'ai déjà appartenu à un GMC Sierra AT4. Là, c'est vraiment côté style. C'est pas vraiment le traitement AT4 qu'on retrouve dans la plupart des autres modèles. Là, on voit que chez GMC, on exploite vraiment la popularité de ce brand-là, le AT4. On va retrouver des pneus un petit peu plus hors route, une suspension tunée hors route, ces choses-là. Mais on ne retrouvera pas un système twin clutch à l'arrière pour améliorer le système intégral comme qu'on retrouve dans le Acadia. Fait que ce côté-là, c'est vraiment côté style, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur, on a des touches d'orange, on a une belle finition. Encore une fois, c'est plain and simple. Regardez, je trouve que autant chez GMC que chez Chevrolet, on a une approche un peu plus simple, utilisable tous les jours, un peu plus une espèce d'utilisation, je pourrais dire, un style camion. C'est rough à l'intérieur, c'est pas fancy, c'est pas l'intérieur qui va venir chercher peut-être l'œil d'une femme ou quelqu'un qui recherche des détails un petit peu plus spécial, je pourrais dire. C'est vraiment un intérieur qui est pratique, robuste, puis style camion, littéralement. Encore une fois, cette semaine, je conduis. Je vais vous dire qu'est-ce que je conduis cette semaine. Je conduis un BMW iX, un véhicule complètement électrique. Puis, juste pour vous dire à l'intérieur, puis je sais, ça ne se compare pas, mais c'est juste pour l'exemple que je vais vous donner. Il y a beaucoup de boutons faits en cristal, des petites touches, des tons, des affaires-là, des choses qui vont venir chercher l'œil vraiment de les gens qui sont raffinés ou un petit peu plus efféminés, je pourrais dire. Ça va venir vraiment les plaire, ce genre de détails-là. Puis, dans GMC Terrain, puis autant dans l'Equinox, c'est rough, c'est fait pour monsieur tout le monde de tous les jours. Moi, j'aime ça. Regardez, c'est plain and simple. On a les bonnes options à bonne place. Mais regardez, dans ce marché de petits VUS-là, c'est tellement diversifié, puis la compétition est tellement féroce. Surtout quand on se vire chez Kia, regardez ces choses-là. Les modèles changent souvent, puis l'intérieur vient de plus en plus spécial. La compétition est rough. Faut être un peu habitué à la marque GM pour aimer plus ces produits-là, parce que si on met tout l'inventaire de tous les petits VUS... mettons, de la même gamme qui compétitionne contre le Terrain, c'est sûr et certain que des fois, le Terrain et l'Equinox peut tomber dans l'ombre de la compétition parce que la compétition est tellement forte. Puis, un des avantages que je trouvais qu'il y avait auparavant, c'était le 2 litres. Le 2 litres turbo offrait une bonne économie d'essence pour le pouvoir et les performances qu'il donnait. Je trouve que c'était un qui était un des plus performants. On pouvait tirer jusqu'à 3500 livres. Là, maintenant, avec le 1.5 litres, on peut tirer seulement jusqu'à 1500 livres. On leur a posé la question aux gens chez GM, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le sacrifice de ça. À un moment donné, il faut qu'ils réduisent à des places. Ils regardaient les ventes, puis tout ça, puis il y a de moins en moins de personnes qui prenaient le 2 litres. Puis le 1.5 litres, on va se le dire, c'est un modèle, c'est un moteur qui est comme global, qui passe partout, puis c'est comme le litrage qu'il faut en Chine. Fait que c'est pour ça qu'ils ont gardé ce moteur-là. C'est pas la réponse qu'ils m'ont donnée, mais moi, je sais que c'est pas mal pour ça. La réponse qu'ils nous ont donnée, c'était vraiment
côté vente, ça valait plus la peine vraiment rajouter le 2 litres. Mais moi, je trouve que c'est ça qui le rendait compétitif. Bon, en gros, regardez, après mon essai routier, je pourrais dire que oui, je préfère le produit GMC à celui chez Chevrolet. Les éditions AT4 et Denali, c'est des modèles qui m'attirent plus, sont plus équipés, puis aussi tout ce qu'il y a dedans, le style, tout ça. J'ai toujours un penchant un petit peu plus pour le GMC. Un bon camion, regardez, c'est une valeur sûre quand on choisit ce type de petit véhicule-là. C'est pas compliqué. Si vous n'aimez pas les nouvelles écrans super compliqués, puis vous aimez ça avoir vos boutons en bonne place, puis tous les trucs à bonne place dans le véhicule, vous n'allez pas être perdu dans un GMC terrain. Puis je trouve que c'est un gros plus pour beaucoup de gens de cette clientèle-là, parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir la dernière écran, puis tous les gadgets, puis tous les trucs inutiles. Moi, je trouve que chez GM, on met les bonnes options aux bonnes places. Il manquait encore des trucs qui ne marchaient pas dans les camions, malheureusement, à cause qu'il y a un manque de chips. Fait que la plupart des Equinox et terrains qui viennent équipés avec les sièges chauffants, les boutons sont là, mais ils ne fonctionnent pas. Fait que plus tard, au concessionnaire, ils vont installer les chips, puis ils devraient marcher, les sièges chauffants. Fait qu'en gros, un petit VUS que j'ai bien aimé, mais je pourrais dire que c'est pas celui qui va se hisser sur le podium pour détruire les autres. C'est vraiment un mid-cycle refresh, comme que j'appelle tout le temps, qui vient faire du bien, qui a sa place sur le marché. Mais je pense que la compétition est très, très, très féroce. Puis on dirait que chez GM, on commence à enlever des trucs pour faire la place à la nouvelle génération, comme on a parlé auparavant. Le Chevrolet Equinox complètement électrique. Je pense que c'est pour ça qu'on voit des choses qui s'en vont un peu de ce modèle-là, parce qu'on voit que l'énergie est mise et les efforts dans la nouvelle génération électrique. Bon, finalement, on a trouvé notre projet à l'encan. On a eu un peu de difficulté, mais ça a pris beaucoup de temps pour le trouver, parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de spécial. Puis si vous êtes abonné à tous nos réseaux, Instagram, la page YouTube, etc., vous savez exactement c'est quoi déjà. On a trouvé un Audi S6 V10 2007. Alors, un modèle qui m'intéressait beaucoup. Je m'ai dit, j'ai jamais eu de V10 premièrement. Et peut-être que c'est la dernière chance que je vais pouvoir avoir peut-être un V10 dans ma vie. Alors, un modèle qui est assez rare. Je suis content de l'avoir trouvé. Je vais être franc avec vous. Dans le coin ici, à Montréal, puis à Toronto, tout ça, il n'y a pas extrêmement de choix. Des choix le fun et des choix assez uniques, un peu intéressants. Fait que ça m'intéressait beaucoup. Si vous n'êtes pas au courant, quand on revient dans ces années-là, là, vraiment fin 2010, je pourrais dire, là, 2007 à 2010, dans ces coins-là, BMW et Audi se lançaient un peu la balle dans ce temps-là avec leur V10. Fait que BMW, eux, il y avait la M5 V10 qui était dérivée vraiment là, d'un moteur de Formule 1. Le son est débile, mental. C'est un des plus beaux sons qui sort de ces voitures-là. Une voiture que j'aime beaucoup, mais qui était à problème. J'étais intéressé pour ces modèles-là, mais c'était trop de problèmes pour moi pour ce projet-là. Je ne voulais pas m'embarquer dans un méga projet. Je vais être franc avec vous, ça m'a pris plus de 3 semaines à bider à chaque semaine. Puis, comment que ça marchait, c'est que, en fait, à l'encan, il y a plusieurs types de ventes. Je ne sais pas pour tomber dans trop les détails, mais il y en a que ça s'appelle des pure sales. Fait que quand c'est pure sales, c'est vraiment celui qui donne le plus gros montant va partir avec l'auto. Il y en a qui ont des réserves. Fait qu'une fois que la réserve est atteinte, l'auto est vendue. Puis il y a certaines ventes, ça s'appelle on approval. Puis l'Audi S6, il était on approval. Puis fait que là, c'est vraiment le propriétaire qui allait dire s'il acceptait de le vendre. Dans le cas-là, je pense que l'Audi a été envoyée par un concessionnaire. Puis il voulait se débarrasser de cette auto-là. Il ne voulait pas garder son lot. Fait qu'il l'a envoyé à l'encan. Puis à chaque semaine, j'ai bidé un montant, le premier, qui était assez bas. Après ça, on a presque doublé le montant. Et là, il avait refusé. Troisième semaine, on a bidé assez fort, mais comment je pourrais dire? On a perdu ce bid-là, cet encan-là, cette semaine-là. Puis le soir même que j'ai perdu l'encan, j'ai reçu un appel de chez autobidmaster.com. Ils m'ont dit là, en fin de compte, là, l'acheteur, ça ne marche pas, puis il manquait des papiers, ou peu importe ce qui s'est passé. Fait que c'est moi qui ai tombé avec mon bid
mon dernier bid, si je voulais avoir le véhicule. Fait qu'en gros, j'ai dit oui, j'accepte, puis ça va faire mon affaire. C'était un petit peu plus qu'on pensait auparavant. Fait que le véhicule a monté un peu de prix, mais je pense que ça valait la peine. C'est un véhicule qui se vendait presque dans les 100 000 dans le temps. Si ça serait le même genre de véhicule aujourd'hui, ça serait un véhicule qui vaudrait 140 à 160 000 si je me fie, mettons, comme un M5 ou ces choses-là, des prix d'aujourd'hui. Très content de ce côté-là. Le véhicule avait l'air propre, pas accidenté, tout ça, pas VGA. J'avais regardé d'autres véhicules qui m'intéressaient, qui étaient un petit peu moins uniques, mais tu sais que je suis retombé dans mes pantoufles. J'avais spoté une Mustang à London, Ontario, qui était accidentée, mais qui n'était pas si pire, qui était juste un côté. Je voulais pas vraiment m'embarquer dans ces projets-là, mais c'était à considérer. Quand on considère l'encan, c'est vraiment que tu as un garage, tu as des gens avec toi, tout ça, puis tu achètes un auto, puis il faut que tu investis de l'argent si tu veux la revendre ou la garder ou la remettre en shape sur la route. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que la Mustang que je bidais dessus, c'était une Mustang similaire à celle que j'avais eue en 2007. C'était une 2007. Un modèle populaire, mais aujourd'hui de moins en moins populaire. Mais pour moi, c'était pas un projet qui me faisait peur parce que côté pièces, tout ça, j'avais toutes les connexions. J'avais eu beaucoup de sponsors dans le temps pour une Mustang. Fait que pour moi, un Mustang, ça me faisait pas peur. Mais à cause que l'auto était à London, là, quand je bidais, il y avait des gars des USC qui ont bidé très fort. Puis ils ont littéralement acheté l'auto pour le double du prix que j'étais prêt à payer. Puis regardez, tous les véhicules qu'on essayait de bider dessus, puis bider, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, de ce temps-ci, dans l'automobile, le marché est cher, mais même à l'encan, c'est cher. Puis des fois, on se dit, ah, mais cette auto-là va se vendre environ pour, mettons, 8 000, mais en fin de compte, elle se vend à 12 000. C'est une autre histoire. Fait que là, c'est sûr, certains, on aurait pu aller chercher des choses assez wild, je pourrais dire. On aurait pu aller aux États-Unis, tout ça, mais avec le COVID, tout ça, je voulais pas m'embarquer dans un projet que ça allait être trop compliqué pour moi, puis mon équipe qui est avec moi. Il ne faut pas oublier que ma conjointe Eve Tour qui était avec moi dans le projet, aussi mon beau-père est avec moi dans le projet. Fait qu'on est quand même une équipe en arrière de ça. C'est pas quelque chose que je pourrais dire. Ça va mieux quand on est une équipe que faire ça tout seul, ça serait assez rough. Fait que là, aller chercher le véhicule en Ontario, ça impliquait beaucoup de gaz, location de trailer. Puis aussi, le véhicule n'était pas run and drive. Fait que il fallait le faire charger avec l'espèce de loader qui charge les chars. Ça c'est un petit hic là, que je veux faire une petite parenthèse. T'sais, moi, je suis un passionné automobile, puis je sais que les autos, c'est des objets, puis etc. Mais je trouve que quand on est allé à l'encan, tout ça, là, aller chercher l'Audi, les gars sont rough. C'est vraiment comme... comment je pourrais dire? C'est du matériel pour eux autres. Là. Ça charge les chars avec le loader, avec les fourches. Puis ça l'accroche en dessous, c'est pas grave. Puis c'est laissé dans la cour. C'est pas pour rien que c'est fait pour des gens qui vont réparer l'auto, puis la remettre en vie. Puis tu sais, faut pas oublier que en faisant ce processus-là, à mon avis, à moi, c'est faire du recyclage. Au lieu de laisser l'auto s'en aller ou, mettons, il y a des pièces qui vont se faire jeter ou tout ça, quand on redonne une deuxième vie à un auto, qu'on continue à la faire rouler, mais il y a pas ça vient un peu prendre la place d'une nouvelle auto qui n'existe pas. Fait que, en tout cas, dans ma tête à moi, je pense que c'est quand même vert faire ça, même si c'était un V10. Là. Regardez, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que quand j'allais chercher l'auto, j'en ai parlé dans mon épisode, j'ai fait un épisode vlog là-dessus si vous êtes intéressé, mais si vous êtes un fervent listener qui appelle à l'écoute de mon podcast, quand j'allais chercher l'auto était quand même en bonne shape, puis ça disait qu'il était run and drive. Quand ils disent run and drive, c'est que l'auto, elle se conduit, puis tu peux aller sur la route avec pour la ramener à ton garage. Là. Mais là, regardez, là-bas, les gars l'ont boosté, puis l'ont boosté par en avant où est-ce que le moteur, mais la batterie est en arrière. Fait qu'ils m'ont emmené l'auto, tout ça. Puis moi, après ça, je l'ai fait sortir de l'encan, puis après ça, j'ai commencé à faire le tour. Puis là, j'ai voulu aller l'essayer, voir si ça fonctionnait bien, si je pouvais la sortir de Montréal. Puis il ne faut pas oublier, j'étais là une journée à Montréal à 4-5 heures de l'après-midi. Fait que t'es mieux d'avoir un char qui fonctionne bien.
Puis là, je m'ai rendu compte, les gars l'ont boosté par en avant, puis en arrière, il n'y avait pas de batterie. Fait que là, l'auto marchait juste sur l'alternateur. Là, l'auto s'est mis en limp mode qu'on appelle. Fait que là, l'auto n'était pas capable de dépasser les 50 km/h. Ça marchait pas bien. Puis là, il y a 10 000 codes qui ont allumé. Fait que, en fin de compte, j'ai pas pu la ramener sur son pouvoir. Il a fallu qu'on la fasse remorquer. Ça a été une longue journée, cette journée-là. Mais bon, là, une fois qu'on est revenu à la maison, j'ai fait une inspection en profondeur avec mon beau-père qui a amené son ordinateur. On l'a plugué. On était un petit peu inquiets qu'il y avait des problèmes avec le V10 parce qu'on va se dire... Audi de ce prix-là dans le temps, tout ça, des fois, quand il y a des problèmes, ça peut coûter cher. Puis, on a plugué l'ordinateur. On a vu que quand ils ont boosté l'auto, l'auto n'a pas aimé ça. Fait qu'on a effacé tous les codes, puis après ça, elle s'est mis à bien rouler. Là, bien roulé, je ne l'ai pas testé carrément encore. J'attends juste que je la plaque, tout ça, pour faire plus de tests. Mais bon, un modèle assez unique que les gens ne connaissent pas. La part des gens, ils savaient qu'il y avait un V10 dans la S8, mais dans la S6, c'était un peu un modèle qui était caché. Je vous rappelle que ce fameux V10-là qu'on retrouve dans la Audi, c'était le même bloc qu'on retrouvait dans une Lamborghini Gallardo. Dans le temps, une Gallardo, c'était une 5 litres. Là, dans la Audi, il avait grossi le displacement pour 5,2 litres pour avoir plus de torque pour pouvoir propulser l'auto qui était un peu plus pesante que la Gallardo. Puis après ça, ce moteur V10-là a été partagé dans la S6, la S8 et la Audi R8. Puis il a évolué dans la Gallardo jusqu'à la Huracan aujourd'hui. C'est techniquement un bloc moteur qui roule encore aujourd'hui de nos jours. Un moteur qui est assez unique, qui fait un très beau son. Il révolutionne pas aussi haut que celui qui est du V10 de chez BMW. Mais à mon avis, à moi, le V10 de chez Audi est plus fiable que celui de chez BMW. C'est un moteur qu'on retrouve beaucoup dans les half-miles, je pourrais dire. Les gars qui font de la course de 1 demi-mille. Ils mettent le twin turbo, ils mettent des supercharges là-dessus. Souvent, ils gagnent les compétitions. Fait que si vous suivez des gars comme VF Engineering ou Underground Racing, tout ça, le boss de chez VF Engineering, il dit que c'est un des meilleurs moteurs qu'il n'y a pas. Lui, il est pro V10, il n'aime pas le V12 de la Murcielago. Il dit que c'est le V10, c'est lui qui est fiable. Fait que ça veut en dire long pour le moteur. C'est sûr et certain que ce n'est pas le même moteur exact qu'on va retrouver dans une Gallardo ou une R8. Les têtes, le intake, ces choses-là sont différents. Mais ça reste à la base quand même la même base, je pourrais dire. Fait qu'un modèle qui est assez cool. Regardez, je suis content de l'avoir en noir. Si vous me connaissez, tous mes véhicules sont toujours noirs. Là, il était en noir. Fini en carbone à l'intérieur. C'est quelque chose que je suis très content parce que la plupart des véhicules de S6 que je regardais sur Internet, ils ont le fini en bois, puis ça fait vraiment un vieux style. Là, on a vraiment le vrai fibre de carbone. C'est un véhicule qui est quattro. J'ai eu l'opportunité de le laver, le nettoyer avec Eve dernièrement. On a pu inspecter de près qu'est-ce qui se passait. Fait qu'un gros nettoyage de la carrosserie, gros nettoyage de l'intérieur, l'aspirateur, tout ça. On a fait des traitements sur les sièges en cuir. Il y a des super beaux sièges. La S6, elle venait avec des sièges un peu style de course. Des sièges que j'aime beaucoup. Les sièges, je pourrais dire avancés, autant de chez Volkswagen que de chez Audi. J'adore ces sièges-là. Fait que là-dedans, je suis très content d'avoir ça. Nettoyer le moteur, fait des petites réparations. Il y avait des petits logos qui se décollaient, recoller ça. Fait que là, peu à peu, je commence à faire des réparations sur ce véhicule-là. Je vous rappelle que le but ultime, c'est pas de faire un super méga projet avec ça. Il y en a plein qui me disent sur Internet « Ah, tu devrais mettre un twin turbo puis faire sortir 1000 HP de ça. » L'auto est quand même environ 140 000 km. C'est pas un moteur qui va être capable de prendre autant d'abus. Il faudrait sortir le moteur, le nettoyer puis reconstruire le moteur. Je pense que c'est pas trop ça le projet. C'est de faire un beau modèle, de faire une belle restauration, pour faire quelques modifications ici et là, mais ça va être rien over the top. Là. Le but ultime, toujours, quand on achète un véhicule à la CAM, c'est de le retaper, puis une fois qu'on trouve qu'il est retapé un peu à notre goût ou le goût un peu du marché, c'est de le vendre puis faire un profit.
Puis c'est un petit peu ça que je fais cet été. Mais je veux quand même avoir du fun avec vous pour qu'on puisse expérimenter l'Audi S6. Alors là, j'ai fait beaucoup de recherches dernièrement pour les pièces, ces choses-là. J'ai contacté aussi des garages dans le coin, tout ça. Puis là, je m'aperçois que je m'en viens vieux parce que je parle à plusieurs personnes. Puis je parle aussi à mes anciens contacts ou anciens clients, anciens sponsors, ces choses-là. Puis de plus en plus, il y a des jeunes. Puis je pense qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas c'est quoi une Audi S6 V10. Parce que quand c'était sorti, il y avait à peu près 8 ou 10 ans. Tandis que moi, regardez, quand c'est sorti ces modèles-là, je travaillais dans les salons de l'auto. J'étais en début vingtaine, là. Fait que pour moi, c'était des véhicules qui étaient cool. Puis je m'en souviendrai toujours une anecdote qui est assez comique. La Audi S8 qu'on avait dans les salons de l'auto, dans les dernières générations, là, je ne me souviens pas exactement c'était laquelle année, mais à un moment donné, il y avait une espèce de vision nocturne. Puis dans le salon de l'auto, les gens l'activaient. Puis à cause qu'il y avait beaucoup de lumière, c'est pareil comme si on voyait à travers des vêtements. On voyait comme un peu à travers des vêtements, ceux qui avaient des brassières ou pas de brassières. Fait que on s'est fait comme pogner à un moment donné. Fait que plus personne n'avait le droit de rentrer dans la Audi. C'était assez comique quand on est jeune, en début vingtaine, avoir une espèce de caméra qui voit sous les vêtements. C'est très amusant. Fait qu'en gros, regardez, si je reviens un peu sur le prochain, il y en a qui me disent « Ah, go, fais une espèce de twin turbo pour ces affaires-là. » Quand on tombe dans un moteur V10, les gens qui font des pièces pour ça, c'était pas les compagnies aftermarket, c'était pas ils visaient pas un Audi S6 puis quelqu'un qui la jette à un certain budget. La part des gens qui modifient un V10, c'est soit des clients Lamborghini ou des clients R8. Fait que le prix vient avec. Fait que je pour le fun avec vous autres. Je suis allé voir, mettons, chez AMS Performance qui se spécialise un peu dans ces modèles-là. Juste vous donner une idée, là, un intake manifold pour le V10, là, ça tourne dans les 13 500 à 14 400 $ US. Ça, c'est juste pour l'intake manifold. Puis les kits Twin Turbo, c'est comme pour 20 ou 30 000 US, t'as comme quasiment rien. T'as le petit kit là, vraiment basic. Fait que c'est juste pour vous donner une idée, là, quand on tombe dans ces moteurs-là, comment que ça coûte cher. Fait que vraiment faire un kit qui pourrait comme bien fonctionner sur la Audi S6, ça serait un minimum d'à peu près 40 à 50 000 $ canadiens. Ça, c'est même peut-être sans installation. Fait que je vous cacherai pas que j'ai pas payé ce prix-là pour le S6. Puis ça vaut pas la peine de mettre ça sur ce modèle-là. Fait qu'en gros, regardez, là, j'ai magasiné pour voir si peut-être je changerais les roues, la grille en avant, une couple de choses. C'est sûr, certain, quand on a nettoyé le véhicule, on a remarqué qu'il y avait des défauts dans la peinture à certains endroits, il y avait des scratchs à certains endroits. C'est tous des petits trucs que peut-être qu'on va vouloir adresser pour remettre le véhicule en shape. Pas des méga dommages, mais tous ceux que je peux capable de réparer moi-même, je vais le faire. Sinon, peut-être un petit coup de body shop. Il y a quelques grosses scratchs puis quelques bosses ici et là. Mais pour un 2007, le véhicule est vraiment en shape, là. Puis, qu'est-ce qui est le fun de ce véhicule-là, c'est qu'il venait vraiment bien équipé pour 2007. On a les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière. On a les cendriers en arrière. Ça, c'est assez comique, les cendriers, parce que quand les filles ont vu ça, ils ont environ 8 et 10 ans, ils ne savaient pas c'était quoi un cendrier. Fait que nous, on ne fume pas chez nous. Puis ils n'avaient jamais vu ça, un cendrier dans un auto. Fait que on trouvait ça drôle parce que, tu sais, dans notre tête, nous, c'était un automatisme. On sait c'est quoi un cendrier, mais c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Fait que, tu sais, ils n'ont pas grandi avec ça. Fait que c'était assez comique. Il y avait le GPS dedans. Il y a l'Adaptive Cruise Control. Il y a plein de trucs sur ce auto-là. C'est assez étonnant l'équipement qu'il y a là-dessus. Il y a une option que j'ai pas, puis je pense que j'étais un peu content de ne pas l'avoir. J'ai vu qu'il y avait d'autres modèles plus équipés qui avaient des panneaux solaires sur le toit ouvrant qui aidaient à recirculer l'air quand l'auto était arrêtée. Ça, je ne l'ai pas. Je pense que c'est le genre de gadget qui doit briser avec le temps puis drainer la batterie, mais je ne l'ai pas. Mais là, mon prochain vidéo, si vous voulez voir la série, je vous explique un peu pourquoi qu'on a choisi un peu ce modèle-là. On vous parle du modèle, on vous le montre. Là, j'ai sorti une vidéo qu'on nettoie le véhicule, les produits qu'on a utilisés, tout ça pour nettoyer le véhicule. Prochaine
vidéo qu'on va faire sur cette série-là, c'est que je vais faire vraiment un essai routier avant de le modifier. On va voir comment il va, s'il y a des choses qu'il faut que j'améliore sur le véhicule, tout ça, ou que j'aimerais. Puis je vais vous donner mes impressions sur le véhicule. Fait qu'on va aller en profondeur sur ce Audi S6 V10-là. Bon, quand on achète un véhicule à l'encan et puis qu'on veut le revendre, c'est bien important d'analyser le marché, savoir la valeur du véhicule pour être sûr qu'on va rentrer dans notre argent puis faire un profit. Il y a plusieurs trucs à calculer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment calculer votre transport, les réparations, tout ça. Mais il faut s'assurer qu'on ne dépasse pas un certain montant puis il faut analyser le prix du marché. Fait qu'il faut se dire que si vous achetez un véhicule puis vous n'allez pas le modifier ou vous n'allez pas faire une méga transformation dessus, si vous faites juste le remettre en shape et enlever les scratchs, tout ça, vous réglez tous les problèmes, là, il faut le comparer à d'autres véhicules sur le marché. Puis comment on fait pour faire ça? Surtout dans le marché d'aujourd'hui qui est extrêmement un peu comme une montagne russe. Il y a certains véhicules qui montent de prix, il y en a d'autres qui descendent, mais en général, de ce temps-ci, le marché est assez haut. Puis c'est pas, je pourrais dire, Joe Blow avec son petit livre noir qui va vous dire exactement le prix du marché actuel. C'est important d'analyser des pommes avec des pommes, puis qu'est-ce qui se passe dans votre marché. Puis il y a des modèles, des fois, qui sont populaires aux États-Unis, mais d'autres qu'au Canada, ça ne va pas être la même chose. Moi, quand je regardais la Audi S6, je savais que c'était un modèle qui était assez rare. Je savais que peut-être que c'est un modèle qui était moins recherché à cause de l'économie d'essence, tout ça. Plaquer un V10, c'est pas la même chose, mais les enthousiastes recherchent ce type de véhicule-là. Et à mon avis, à moi, sur le marché actuel, ce genre de véhicule-là a vraiment comme tombé au plus bas qu'il peut être. Après un certain temps, il y a certains véhicules qui sont assez uniques, assez rares, qu'ils pognent un peu le plancher, je pourrais dire, du prix, puis après ça, ça reste là où ça peut remonter après un certain temps. Puis je pense que c'est le cas avec cet Audi S6-là. Fait que comment que je fais pour savoir exactement c'est quoi le prix, puis comment que ça vaut un Audi S6 de ces années-là? Avec les conditions, tout ça. Bon, comment je peux faire exactement? Comment établir un prix de vente pour un modèle rare comme le Audi S6 V10 que j'ai acheté? J'ai analysé le marché avec l'aide de l'application Kijiji Auto. C'est une application qui va très bien. Puis, il faut se le dire, une Audi S6, il n'y en a pas une centaine à vendre dans le coin. Je suis allé sur l'application. Dans les marques, j'ai indiqué Audi. Par la suite, dans les modèles, je suis allé chercher S6. Comme on peut constater, il y a tous les modèles, même les modèles assez rares. Fait qu'on va les S6. Comme on voit, il y en a 34. Fait que là, 34, ça ne sonne pas beaucoup, surtout que je n'ai pas mis d'année encore. Fait que là, je vous conseille d'aller mettre autre filtre. Que dans autre filtre, on peut choisir les années. Fait qu'on va aller mettre 2007 à environ 2010. C'était pas mal dans ces années-là qu'il y avait le V10. Bon, là, ça me donne 5 résultats. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, il y a beaucoup de modèles qu'on peut analyser. Il y en a quelques-uns, tous similaires aux modèles que j'ai achetés. Probablement tous dans la même couleur aussi. Bon, là, comme on peut constater, j'ai 5 résultats. Regardez, c'est quand même beaucoup pour ce modèle-là. Comme je vous dis, il est assez rare. Premier résultat, ça a quand même de l'allure parce qu'on tombe vraiment dans les mêmes spécifications que le modèle que j'ai acheté. Fait qu'on va aller le voir. Comme on peut constater ici, ça fait 42 jours qu'il a été mis sur le marché. Il y a 2 sets de roues. Il demande 16 495 $. Kilométrage presque identique à celui du modèle que j'ai acheté. Fait que là, on voit plus de détails, tout ça. Là, ils disent l'analyse du kilométrage de la voiture sous la moyenne. Fait que pour un 2007, ils disent que 145 000 kilos, c'est sous la moyenne. Fait que j'ai remarqué ça aussi. Là, c'est quasiment moins de 10 000 km par année. Fait qu'on va aller analyser les photos. Il y a des pop et mag au début. L'auto a l'air quand même propre. On fait le tour vite. Là, il y a comme un autre set de roues. Ils ne sont pas très beaux. Mais là, on regarde l'auto alentour. Un silver, c'est le plus rare. Le tour ouvrant. OK. Là, on voit à l'intérieur. Là, il y a les sièges qui sont en bonne condition. Il y a le fibre de carbone à l'intérieur qui est très, très rare. Regardez. Il y a le changement de disque, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'en fout de ça.
Je l'ai aussi. L'intérieur est très propre, dans les mêmes genres de conditions que le véhicule que j'ai. On ne voit pas, on va voir ici, on voit sur le compteur qu'on a les mêmes kilométrages. Fait qu'on analyse comme ça. La caméra de recul. Là, on peut voir, le V10 il est très propre, mais un détail, regardez, il manque un morceau sur le V10. C'est des petits détails. L'auto est propre, mais il manque un morceau ici. Fait qu'on peut avoir un petit peu des surprises, ces choses-là. Là, on peut se dire que ce modèle-là, qui est très similaire au mien, il demande 16 000, à peu près 16 495. Une fois que je vais avoir retapé vraiment toutes les petites bosses et les scratchs, ces choses-là, sur le modèle, on peut se dire facilement que le modèle que j'ai acheté vaut environ la même valeur que ce modèle-là. Puis souvent aussi, une couleur comme le noir est plus désirable des fois que silver, mais ça, c'est un avis personnel. On va aller voir un autre modèle. Il y en a un ici qui est à Laval. Très similaire. Lui, il demande environ 14 995 $. Là, on peut voir les photos. On inspecte un peu plus vite. Un modèle que j'ai regardé parce que avant d'acheter le 6, c'est un des modèles que je m'ai inspiré pour voir un peu la valeur. Lui, j'avais remarqué une coupe de détails dessus. Dedans, on voit il y a le bois. Fait que c'est un petit peu moins intéressant avoir le bois que le fibre de carbone. Ça fait plus vieillot. L'auto a l'air plus dépassée. Elle fait plus 2007. Il y avait d'autres trucs et tout, j'avais remarqué. On voit les bancs, ils sont quand même. Il y a des trucs maganés, les logos, ces choses-là. Les bancs ont l'air corrects. Mais regardez dans le moteur encore, là, regardez, il manque des morceaux. Il manque le cover en haut avec le signe Audi. Il manque l'espèce de 5,2 litres. Il manque des petits trucs comme ça. C'est des détails, mais regardez, moi, le véhicule que j'ai, il l'a. Il a les mêmes mags que moi. Fait que on peut se dire facilement que c'est très similaire. Là, on voit en Alberta, il y en a un à 16 500. Là, en Ontario, il y en a un à 12 495, puis il y en a un à 10 000 $ et tout, à 343 000 kg. Quand il y a le double du kilométrage, on ne peut pas vraiment le comparer à ça. Fait que la moyenne, je pourrais dire, le véhicule se situe entre 15 et 16 000 $. Là, il faut se dire que là, si je rajoute des modifications au véhicule ou j'investis dans le véhicule, il faut que je me dise que peu importe le prix que j'ai, il ne faut pas que je dépasse le 15 000 à 16 000 $ du budget total que j'ai mis. Puis c'est comme ça que je peux vraiment savoir comment je peux faire un profit. Puis aussi, il faut voir si ces véhicules-là ils vont se vendre sur Kijiji. Est-ce qu'ils restent là pendant des mois de temps puis ils sont prêts à le vendre à 16 000 $? Il faut faire qu'ils descendent leur prix à 14 000 $. C'est toutes des choses à voir aussi, il faut considérer. Il y a des choses aussi qu'il faut considérer. Je ne vous dis pas que c'est littéralement ça, mais si moi, il est en parfaite condition, j'ai fait faire des traitements à la peinture, j'ai changé les mags, j'ai mis des pneus flambant neufs, ça joue dans la balance. Surtout ces véhicules-là, les pneus coûtent assez cher, les mags coûtent assez cher, fait que ça peut faire un changement. Fait que peut-être si moi, je modifie le véhicule puis que je donne une bonne allure, je vais pouvoir peut-être essayer de vendre le véhicule pour plus que 16 495 $. Peut-être que je vais pouvoir le lister à 18 ou 20 000, tout dépendant de ce que je fais avec. Si je passe beaucoup de temps dedans, j'investis dedans, puis il y a un passionné qui est prêt à investir un petit peu plus que les autres ils font juste vendre leur véhicule tel qu'il est, bien là, c'est sûr et certain que ça joue dans la balance. Fait que là, on peut se dire facilement, le véhicule, présentement, qu'est-ce que je veux faire dessus sans avoir rajouté des modifications? Le véhicule vaut facilement 16 à 20 000 $. C'est le marché. Alors là, c'est comme ça que vous pouvez établir vraiment le prix de votre véhicule. Puis grâce à Kijiji Auto, j'ai pu analyser. Puis aussi, quand j'étais sur mon ordinateur, je pouvais être sur l'application en même temps pour vérifier les prix, ces choses-là. Puis des fois, regardez, littéralement, il y a des modèles que je regardais qui étaient intéressants, mais les gens, ils bidaient tellement fort sur ces véhicules-là que là, ça ne semblait plus rentable pour le marché. Si j'allais chercher le véhicule, les réparations et tout le temps, j'allais mettre dessus, ça ne venait pas rentable. Alors ça, c'est un petit truc que je vous donne pour analyser le marché, pour savoir si vous faites un bon deal ou juste pour vendre votre véhicule, savoir comment il vaut. Des fois aussi, de ce temps-ci, vous avez peut-être à louer un véhicule, là, vous êtes prêt à le ramener, puis là, vous apercevez que le véhicule se vend plus cher que votre buyback. C'est quelque chose qu'il faut vérifier, puis ça vaut la peine de ce temps-ci. Puis si vous êtes dans des véhicules assez rares, des gros VUS ou des véhicules qui sont extrêmement économiques,
peut-être que ça vaut la peine de racheter votre véhicule pour le revendre au détail sur Kijiji Auto à la place de le laisser aller au concessionnaire. Vous pouvez faire un gros profit de ce temps-ci dans le marché actuel. Fait que ça vaut la peine de vérifier ça puis d'analyser le marché. Puis comme je vous dis, avec Kijiji Auto, ça va très bien puis ça va assez vite aussi avec l'application. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube, nos pages Instagram, tout ça pour voir chaque véhicule qu'on a à chaque semaine. On a eu beaucoup de trucs intéressants dernièrement. J'ai fait un petit peu de camion dernièrement. J'ai eu la F-150 Tremor, j'ai eu la Ford Expedition Timberline. On fait un peu de BMW cette semaine. On a eu plusieurs véhicules qui sont assez intéressants. Aussi, notre essai du Hyundai Elantra N est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que notre chaîne YouTube est appelée Torque Media. Merci encore d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Et on se revoit dans un prochain podcast.